Merci d'être avec nous dans l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, on s'intéresse à un ouvrage littéraire paru il y a quelque temps en Afrique de l'Ouest, ouvrage qui retrace un pan de la vie d'un homme, un diplomate, un homme d'affaires, un passionné de culture et de sport, mais surtout une véritable bibliothèque d'expériences. Une vie de Paris, c'est le titre de l'ouvrage. Et je reçois pour vous aujourd'hui l'auteur, Chairman Mohamed Salamé. Vous êtes diplomate, ambassadeur de la francophonie et président des ambassadeurs du vivre et du livre ensemble. Alors, merci d'abord d'être avec nous. Merci, je vous en prie. Alors, toutes ces fonctions que vous cumulez, comment vous arrivez à les gérer au quotidien? Ben, écoutez, c'est une affaire d'habitude, parce que né à Bengourou depuis 1961, et après mon école primaire, mon secondaire, j'étais déjà très turbulent à l'école. Et j'étais la personne qui aimait réunir, organiser, communier avec mes collègues élèves, mes professeurs et la ville d'Abengourou, avec à leur tête Sa Majesté, les autorités administratives et politiques de la ville, dans ce qu'on appelait à un moment donné le tournoi Salamé. Le tournoi Salamé ensuite s'est transformé en festival des sports collectifs et a vu passer au niveau de la ville d'Abengourou toutes les plus grandes personnalités vivantes de l'époque, de l'ère Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire pendant une période de 33 ans. Et vous vous imposez tous ces challenges, ces défis de cohésion avec les populations, tout et tout. Et quelques années après, vous faites sortir cet ouvrage, Une vie de Paris. C'est ça. Quand on regarde le titre, on s'attend à avoir des scènes au niveau de la capitale française, mais on est bien loin de là quand on feuillette près de 200 pages de votre histoire. Pourquoi ce titre, Une vie de Paris? Une vie de Paris, c'est les paris de la vie. Une vie de Paris, c'était les challenges. Une vie de Paris, c'était un monsieur qui a rêvé à un moment donné de faire un acte, de poser un acte et de faire en sorte que ce qu'il avait envie de faire se réalise. Donc, j'estime qu'à cette période, dans ce livre, n'existe que des faits réels qui se sont produits avec moi. Et avec les manifestations sportives du tournoi Salamé, du festival des sports collectifs, en handball, basket, volleyball, filles et garçons, toutes catégories pendant une quinzaine d'années, et de mon passage à la diplomatie, et ensuite de mon passage dans les affaires, et de tout ceci, j'ai estimé que la petite expérience que j'ai reçue, je la mets à la disposition de ceux qui ont envie de la lire. Et bien, c'est ça, Une vie de Paris. Une vie de Paris, ce n'est pas le 7e arrondissement, ce n'est pas la place de l'Opéra, que j'aime bien d'ailleurs, mais c'est les paris de la vie. Les paris de la vie, et justement, dans votre carrière de diplomate, vous avez accompagné certaines négociations, certaines situations. Je prends le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire, la crise que la Côte d'Ivoire a connue. Vous étiez aux premières loges, on peut le dire, vous avez suivi les accords d'Accra, de Pretoria, sur toute la crise en Côte d'Ivoire. Comment vous avez vécu cette partie de votre vie? J'ai vécu cette partie de ma vie un peu consterné, mais en même temps heureux de comprendre que les belligérants avaient bien envie de s'asseoir, avaient bien envie de discuter, avaient bien envie d'arriver à un consensus qui était celui, d'abord en priorité, la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est une priorité pour tous les belligérants. Et donc, en tant qu'envoyé spécial, en tant que diplomate, en tant qu'ambassadeur itinérant, j'ai eu le privilège et l'insigne honneur d'être reçu par pratiquement tous les chefs d'État de la CEDEAO et aussi d'être en première ligne sur les différentes négociations qui se sont produites à Accra 1, Accra 2, Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, ensuite Kléber, Marcoussis. On est revenu en Côte d'Ivoire où encore une fois on se réunissait et on essayait de voir comment est-ce que la disponibilité de l'esprit de la cohésion nationale, de la paix, pouvait être au rendez-vous du finish de toutes ces négociations. Et au finish de ces négociations, le cas de la Côte d'Ivoire toujours, l'ancien président Laurent Gbagbo vient d'être acquitté. Pour vous, comment vous accueillez cette nouvelle à travers ces paris? Écoutez, j'accueille cette nouvelle de manière très positive. Le président Gbagbo a été le président de la Côte d'Ivoire. La Cour pénale internationale a décidé de l'acquitter de tout ce qui était contre lui. Et donc, je pense que pour la cohésion nationale, pour la liberté d'expression, pour chacun d'entre nous qui sommes épris de paix, de justice et surtout de solidarité, il est important de noter que le président Gbagbo a été président de la Côte d'Ivoire
il a été celui qui a été accusé et en tant que personnalité acquittée, le président de la République, le président Alassane Ouattara et son gouvernement, je pense, sont aussi heureux que moi qu'un Ivoirien comme Laurent Gbagbo soit acquitté et qu'il rentre dans son pays avec évidemment l'accord de chacun de tous les Ivoiriens. Et puis, c'est chez lui, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la liberté, c'est super. Il faut que tout le monde s'entende, il faut que tout le monde se rejoigne, il faut que tout le monde autour du président Alassane et de son gouvernement arrive à comprendre qu'il n'y a que la Côte d'Ivoire. Elle est une et indivisible, et dans les humains et dans le territoire. Et aussi un autre pari au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on va dire, cette partie sous-régionale, il y a l'union du fleuve Mano. Pour revenir sur cet épisode important de l'Afrique et surtout l'implication de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Là, vous me rappelez des souvenirs incroyables et vous me permettez sur votre plateau de ne pas être muet. Parce que Sa Majesté le roi Mohamed VI est une personnalité hors du commun pour moi. Et moi, Salamé Mohamed, diplomate ambassadeur, j'ai été reçu à Tétouan par Sa Majesté quand je lui ai expliqué le projet que j'avais mené évidemment par les chefs de pouvoir se réunir chez lui à Rabat, ce sommet du fleuve Mano. Sa Majesté le roi n'a pas hésité une seule minute à mettre à ma disposition tout ce qui était nécessaire à faire les déplacements et convaincre les trois chefs d'État du fleuve Mano que sont le président Lansana Conté, le président Tidjane Kaba et le président Charles Taylor, qui étaient pratiquement des chefs d'État qui ne se parlaient pas. Et donc, la qualité de la personnalité qui était évidemment Sa Majesté le roi Mohamed VI, sa personnalité qu'il représentait, eh bien, a été positive dans tout ce qu'il y avait comme négociation à arriver à une paix totale du côté du fleuve Mano. Quand vous avez commencé ces négociations et qu'elles prennent du temps et que le roi met à la disposition de chacun d'entre nous, de chacun de ces chefs d'État, de chacun de ces organisations sa disponibilité, on ne peut qu'avoir qu'une réussite. Et il fallait le relater dans ce livre. Il fallait faire en sorte que les gens comprennent qu'une paix, elle est non seulement négociée au départ, mais elle prend du temps pour arriver à la paix. Aujourd'hui, s'il y a une paix dans cette région, c'est Sa Majesté le roi Mohamed VI qui a été à la base. Et il est confirmé dans ce livre, avec photo à l'appui et preuve à l'appui. Je ne peux que lui souhaiter une continuité dans les actions de paix qu'il élabore un peu partout. Et on voit que ça a toujours porté fruit. Et bravo au peuple marocain qui, à travers lui, encourage son roi à ce genre d'initiative, de ne voir que la solidarité, la cohésion et la paix des peuples. Et justement, ce livre est rempli d'expériences. Et le fleuve Mano, je vous coupe pas la parole. Le fleuve Mano était un problème assez important en Afrique de l'Ouest. On ne l'imagine pas, mais c'était terriblement divisé. C'était pas facile de régler ce problème. À Rabat, il a réuni tout le monde avec un protocole édifiant. Et puis nous avons réussi à faire en sorte que les trois chefs d'État se parlent, que les délégations se parlent, que les sommets d'Agadir se fassent. Et ils le suivaient. Majesté, je vous remercie. Et Sa Majesté continue en tout cas de poursuivre ses actions en faveur de l'Afrique. Mais au-delà de ce livre, au-delà de ces paris, s'il y a un pari qu'on devait retenir, que Chairman Mohamed Salamé a pu tenir, qui vous tient vraiment à cœur, qu'est-ce qu'on doit retenir? Et surtout, ma dernière question après celle-là, qu'est-ce que l'on doit retenir de ce livre? Ben, écoutez, si vous devez retenir quelque chose de tout ce que j'ai fait dans ce livre d'une vie de Paris, ben, c'est tout ce que j'ai écrit dans ce livre de Paris. Ce n'est pas une seule chose que vous devez retenir. Ce qui me tient à cœur, c'est que le fleuve Mano a été réglé comme problème majeur dans ce qu'il y a crise à régler. Ensuite, j'ai été à la base de l'organisation d'un sommet qu'on appelle le sommet de Kara, qui était avec le président Eyadema, qui a été aussi un dinosaure de la paix en Côte d'Ivoire.
où il y avait pratiquement tous les chefs d'État de la CEDEAO, avec le président Ouad, avec le président Obasanjo, avec le président Kufuor et avec le président Gbagbo. Donc c'est pour vous dire que tous ces paris ont été des paris qui, j'espère, vont plaire à chacun d'entre nous, d'entre vous, qui serez les lecteurs de ce livre, qui en fait, tout modestement, est un petit cas d'école et de formation à tous ceux qui veulent arriver à comprendre comment est-ce qu'on arrive à régler des émotions fortes, des rêves, et à les transformer en une vie de Paris. Merci encore, M. Mohamed Salamé, pour votre contribution à l'émergence d'une conscience africaine beaucoup plus élevée. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Une vie de Paris. Vous êtes diplomate, ambassadeur de la francophonie, mais aussi président de l'Association des ambassadeurs du libre et du vivre ensemble de l'Association internationale de la francophonie. Merci encore à vous. Et c'est ici que se referme cette page de l'invité. Agréable suite au programme sur nos antennes.